Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette soirée tout à fait particulière que nous consacrons à Bernard-Henri Lévy et à ses engagements. L'émission est intitulée BHL, philosophe de guerre. Tant le travail de BHL, à la fois admiré, critiqué, parfois vilipendé, est au cœur de la planète depuis bientôt 50 ans. Merci beaucoup d'être avec nous, Bernard-Henri Lévy. Cette soirée est intégralement consacrée à vos combats, elle nous mènera jusqu'à minuit passé. Et le plus important est sans doute d'annoncer à nos téléspectateurs qu'ils pourront découvrir votre film, Une autre idée du monde, en première exclusivité dès 21h sur Canal+. Bernard-Henri Lévy, vous arrive-t-il d'avoir une quelconque lassitude de parcourir le monde avec votre chemise blanche? Non, lassitude jamais. Non. Où trouvez-vous l'énergie? Je ne sais pas, dans une colère intérieure, dans une indignation qui est intacte depuis ma jeunesse, mais jamais de lassitude. À quel moment et pourquoi avez-vous compris que vous alliez consacrer votre vie sur des théâtres de guerre où se joue en fait notre destin, le destin de l'humanité? Pas ma vie, une part de ma vie, et parce qu'il y a une autre part de ma vie que je consacre tout de même à la philosophie, à la littérature, mais une part de ma vie, je l'ai tout de suite compris quand je suis allé au Bangladesh, il y a exactement 50 ans. On va le voir dans votre film. Voilà, là j'ai compris que dans la vie d'un écrivain tel que je m'imaginais l'être, dans la vie des écrivains que j'avais admirés, il y avait ça. Il y avait prendre un peu, tout petit peu, du fardeau du monde. Vous savez que pour beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir et qui, par exemple, s'intéressent à votre travail ou sont curieux, ces guerres, fondamentalement, ne les concernent pas. Elles sont loin. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Eh bien, qu'elles sont proches, oui. Qu'elles sont plus proches qu'ils ne le croient. Qu'elles sont proches parce que la guerre d'Ukraine, par exemple, elle est en Europe, elle est menée par des hommes et par des femmes, des résistants ukrainiens qui sont des vrais Européens d'esprit, d'intelligence et de cœur, parce que les Kurdes de Syrie, les Kurdes d'Irak se battent contre qui? Ils se battent contre ceux-là même qui organisent des attentats sur notre sol, sur le sol de l'Europe. Donc, l'un des messages de ce film qu'on va voir donc tout à l'heure, c'est ça. C'est qu'elles sont faussement loin, ces guerres, qu'elles sont tout près. Alors, notre rencontre va être marquée par des extraits qui nous donneront encore plus envie de le découvrir tout à l'heure. Et le plus simple est peut-être d'entrer dans le feu de l'action. Philosophe de guerre est un métier à risque où il faut parfois éviter les tirs croisés, les balles perdues ou les embuscades, comme ici à Tarhouna, c'est en Libye, l'été dernier. Car dès ce checkpoint, à l'entrée de Tarhouna, la situation se tend. Ville, des tirs retentissent qui visent ma voiture et juste derrière, celle de mes camarades. Et derrière cette embuscade, les islamistes, les nostalgiques de Kadhafi, la famille Kani avec ses miliciens parmi les plus terrifiants de Libye, mystère. Cette embuscade, vous savez qui vous l'a tendue, Bernard-Henri Lévy? Il y a deux solutions. Les
les chiens de guerre de Poutine ou les chiens de guerre d'Erdogan en Libye aujourd'hui. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Alors je vous laisse deviner. Tarouna venait d'être reprise au maréchal Haftar par l'armée nationale libyenne. Il y a un lien? Donc ce serait plutôt en effet les chiens de guerre d'Erdogan. Eh ben voilà, nous sommes d'accord. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je venais revoir des vieux amis, des vieux compagnons qui ont mené ce printemps arabe il y a 10 ans, 9 ans plus tôt. Je venais faire un appel à la réconciliation et à la trêve civile. Depuis, on voit ça dans le film, depuis ce lieu magnifique de Lepitis Magda. Il ne vous a pas échappé que vous avez contribué à la chute et à la disparition du colonel Kadhafi, et que donc repartir là-bas est une forme de provocation d'une façon ou d'une autre. Je ne crois pas, parce que contrairement à ce qui est souvent dit en Occident ou en France, oui. Pour les Libyens, c'est mieux aujourd'hui que du temps du colonel Kadhafi. Malgré le chaos, malgré la guerre civile, malgré les divisions tribales, c'est mieux aujourd'hui qu'autrefois. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis convaincu, bien sûr. Et surtout, eux, dans leur grande majorité, en sont convaincus. Là, on voit cet épisode qui est en effet un épisode de cauchemar, ce rodéo urbain. Voilà, cauchemar, je suppose, de tout reporter de guerre. À côté de ça, lorsque j'arrive à Misrata, j'ai été accueilli de manière extrêmement chaleureuse. Votre couverture officielle, c'était journaliste du Wall Street Journal. Excusez-moi, mais... Et de Paris Match. Oui, oui, j'entends bien. Pour ceux qui vous connaissent là-bas et qui ne vous le veulent pas du bien, c'est une forme de provocation. Et quelque part, vous la cherchez. Non, je ne cherchais pas la provocation. Vraiment, mon idée pour ce voyage en Libye, mais c'est ça que raconte le film, c'était lancer cet appel aux mères, lancer cet appel aux épouses, aux veuves qui en ont assez de tout ce sang versé. C'est de ça le propos de ce voyage. Je reviens sur l'origine de tout cela. Très souvent sur le plateau de l'Info du Vrai, un certain nombre de spécialistes, pas tous, nous disent « mais non, oh là là, les Français n'auraient jamais dû se mêler de ça ». Ils vous citent évidemment, ils disent « on a foutu un bordel impossible là-bas ». Alors évidemment, c'est toujours difficile de défendre Kadhafi, j'entends bien, mais fondamentalement, ils pensent que la situation est aujourd'hui beaucoup plus grave pour le pays. Et pour nous tous, que leur répondez-vous ? Ça n'est pas mon avis. Pour nous tous, je ne vois pas pourquoi. Les armes quittant la Libye et s'infiltrant en Afrique, ça avait commencé dès Kadhafi. Le chantage aux migrants vis-à-vis de l'Europe, ça avait commencé dès l'époque de Kadhafi. Il semble ignorer tout cela. Non, moi je pense que cette guerre de Libye, menée à l'époque par la France, l'Angleterre, les États-Unis et une grande majorité de pays arabes, c'était au contraire quelque chose de noble. C'est la première fois que la communauté internationale a appliqué cette belle chose qui s'appelle le devoir d'ingérence et qui est inscrite dans la loi internationale. Donc je crois qu'il n'y a rien à regretter de ça. Bernard-Henri Lévy, pourriez-vous nous transmettre les mêmes émotions sans vous mettre en scène? Ça vous est très souvent reproché. Oui, mais vous savez, un film comme celui-là, j'essaie d'être honnête. Et être honnête, ça veut dire assumer sa subjectivité, assumer son regard. C'est pas on qui filme. C'est pas un sujet omniscient. C'est pas nous, c'est moi. C'est moi qui suis là. C'est moi qui suscite un certain nombre des événements que l'on va découvrir là. Et donc, l'honnêteté minimale veut en effet que de temps en temps, en effet, je sois là. Mais vous faites notre travail, vous remplacez les journalistes, et est-ce que vous comprenez par ailleurs qu'on ne comprenne pas parfois de vous retrouver au milieu de la misère humaine, que l'on voit grâce à vous, c'est important que je le précise, en chemise blanche et en costume? Écoutez, qu'est-ce qui est surprenant? Qu'un occidental nanti se soucie de la misère humaine? Non. Que je sois en costume ou en chemise blanche, c'est la moindre des courtoisies, Yves Calvi. Pour qui? Pour eux. Ne pas se déguiser, ne pas être avec eux comme je suis avec vous, c'est la moindre des courtoisies. Quand on s'invite chez les gens, dans une maison, dans une tente, dans un camp de réfugiés, la moindre des choses,
c'est pas de se déguiser. Est-ce que vous faites le travail que les reporters de guerre ne font pas? Non, ils le font. Ils le font d'ailleurs très souvent beaucoup mieux que moi. J'ai beaucoup de mes amis qui ont risqué leur vie sur des terrains guerriers. Et la moitié vous sont très favorables en disant heureusement qu'il est là. Et d'autres me disent qu'est-ce qu'il va faire là-bas à nous piquer notre boulot? Enfin, c'est pas utile. Mais je crois, vous savez, les deux sont audibles. Cette série de reportages et ce film, je l'ai tourné pendant l'année 2020. C'est mon journal de 2020, c'est-à-dire pendant l'année Covid, pendant l'année de confinement. Il y a beaucoup de reporters de guerre, beaucoup de vos collègues qui étaient empêchés, qui étaient retenus, que leurs journaux n'envoyaient pas sur ces théâtres lointains. Voilà. Ben moi, je l'ai fait parce que peut-être je suis plus libre que beaucoup, peut-être parce que j'ai du temps, peut-être parce que j'ai de la patience, mais je ne l'ai pas fait à leur place. Vous êtes philosophe, vous pensez le monde d'aujourd'hui, mais pas dans votre chambre. Donc vous êtes un philosophe de terrain. Comment vous vous qualifiez? Consultant en liberté, en fraternité? Pas consultant, non. Témoin engagé. Pourquoi consultant? Non. Dans ma bouche, ça n'avait rien de déplaisant. Non, je sais, mais c'est pas ça. Non, j'essaie de faire mon métier d'intellectuel engagé. Alors il y a différentes manières de le faire. On peut le faire en philosophant dans sa tour d'ivoire, ou on peut le faire en allant en effet se frotter à ce que j'appelle à un moment donné du film la colère des choses. Moi, c'est le parti que j'ai pris. Alors, en tout cas, ceux que vous soutenez vous en sont éternellement reconnaissants. C'est le cas du clan Massoud en Afghanistan. Vous aviez été aux côtés du lion du Panjshir, bien entendu, tout comme vous l'êtes aujourd'hui auprès de son fils et héritier Ahmad Massoud, qui vous rend hommage dans le film. On l'écoute. Bonjour à tous qui nous regardez. Et un bonjour spécial à mon ami, le professeur Bernard. Vous avez été le témoin, aux premières loges, du combat de mon père et de toute ma génération et de milliers d'autres Afghans qui ont combattu l'armée rouge, puis l'armée sombre des talibans. Un combat contre l'extrémisme, contre le fondamentalisme. Beaucoup de groupes mènent encore ce combat aujourd'hui contre le totalitarisme, contre l'extrémisme et contre ces gens qui veulent nous priver de nos libertés. Bernard-Henri Lévy, le jeune Massoud, il va falloir le soutenir encore très longtemps. Maintenant que les Américains sont partis et qu'ils ont laissé la place en fait et la voie libre aux talibans, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire et comme réaction? Quand je vois ces images qui ne sont pas toutes tirées du film, il y en a certaines, ce qu'on vient de voir, c'est le jeune Massoud voyant en effet le film qui lui est réagissant au film et réagissant à mon histoire avec son père. Donc j'ai deux sentiments. Le premier, je suis bouleversé d'émotion parce que c'est une si belle histoire de transmission entre le père et le fils. Et ça, on le découvre, j'espère, dans le film. Et en même temps, je suis fou d'inquiétude parce que le jour où les Occidentaux seront en effet partis, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce jeune homme va en effet tenir la ligne, il sera fidèle à son père jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il défendra son bastion du Panjshir, mais face à l'armée des talibans, face aux extrémistes islamistes, face à ces enragés qui vont remettre les femmes afghanes en cage, je ne sais pas qui l'emportera. Et je suis très très inquiet de cela et très indigné par cette façon qu'a l'Occident et l'Amérique d'abord de se carapater. Alors il y a des scènes tout à fait incroyables dans une autre idée du monde, notamment une que je n'avais jamais vue ailleurs, je vous le dis très simplement, votre rencontre avec les enfants de Daesh. Ça n'est pas la plus impressionnante, c'est peut-être la plus émouvante. En fait, vous leur avez donné un visage. En quoi était-ce nécessaire ? On en parle beaucoup des enfants de Daesh, on en parle partout, je vois des pétitions qui paraissent ici ou là. Moi, je voulais les voir et je voulais en effet les montrer. Voilà, je voulais que les spectateurs de Canal+, tout à l'heure, dans une demi-heure, voient que ces enfants de Daesh, ils ont en effet un visage. Et ce que je crois profondément, j'ai passé du temps avec eux, avec mes camarades, avec Marc Roussel, avec J. Herzog, on a passé beaucoup, beaucoup de temps. Je crois philosophiquement que les fils ne sont jamais coupables des fautes de leur père, mais
concrètement, les concernant, je le crois encore plus. Et je crois qu'on leur fait une telle injustice en les enfermant dans cette espèce de culpabilité collective que j'aimerais au moins faire réfléchir. Vous leur dites les spectateurs. Vous leur dites quelque chose. Oui, personne ne veut qu'ils rentrent. Hein. En dehors des militants, bien entendu. Eh bien, oui. Eh bien, moi, je souhaite. On veut les oublier et qu'ils restent là-bas avec leur famille. Voilà, dans une sorte de poubelle à enfants, à Kamichli. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le principe, c'est qu'ils devraient rentrer. Ils sont français. Après, il faut examiner au cas par cas. Certains d'entre eux ont peut-être participé des crimes de leur père, mais ce sont sûrement une minorité. Vous leur dites de façon très étonnante à un moment, vous serez les parents de vos parents. Vous serez les parents de vos parents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en effet que je crois qu'il y a... D'abord, il y a un moment dans la vie, on est très nombreux à être passés par cela, où on devient plus grand que nos parents, enfin plus âgé que nos parents, et où on les protège. Et peut-être plus encore dans une situation de ce genre. Et je les exhorte à être les instituteurs de leur père. Et je leur dis, et c'est ça le plus important, le jour où vous ferez cela, vous serez des hommes libres. Est-ce que vous pensez qu'ils vous ont compris ? Oui. Qu'avez-vous lu dans leur regard ? Oui. Qu'avez-vous ressenti physiquement ? Oui, je pense qu'ils m'ont compris. Je pense qu'ils ne comprennent pas... ce sort qui leur est fait, cet abandon dont ils sont l'objet, et que de voir un petit groupe de Français venir au-devant d'eux, passer du temps avec eux, les écouter et s'adresser à eux comme à des êtres humains et pas comme à des damnés, ça a été, il me semble, pas sans importance pour eux. On comprend en découvrant votre film que l'image est fondamentale aujourd'hui. Est-ce qu'on doit montrer le monde pour le comprendre ? Et est-ce que seul le reportage, comme celui qu'on diffuse ce soir, l'autorise, le permet vraiment ? Oui, et on doit les montrer, les images, même quand elles sont embarrassantes, même quand elles sont gênantes. Vous savez, Alexandre Solzhenitsyn disait une chose qui m'a toujours tellement marqué, qu'il fallait, dans l'archipel du Goulag, qu'il fallait regarder l'horreur en face. Il ne faut pas biaiser, il ne faut pas lui mettre un masque, et il ne faut pas nous mettre un masque sur les yeux, un masque sur le nez en temps de crise sanitaire, bien sûr. Un masque sur les yeux pour ne pas voir la misère humaine, non, il faut la voir. Et même quand ce sont des corps mutilés, même quand ce sont des scènes insupportables. Il y a des scènes insupportables dans votre film. Oui. Il faut aller au bout de ces images. Vraiment, je le crois. C'est ce qu'on a fait quand les Alliés ont libéré les camps de la mort. Ils ont obligé les camps d'extermination, ils ont obligé les Polonais, les complices par indifférence, à venir voir ce qui s'était fait tout près d'eux et qu'ils n'avaient pas voulu voir. Demander aux gens de voir, et dans certains cas, les y inviter fortement, c'est tellement essentiel. Il y a tant d'indifférence en ce monde. On marque une première pause dans cette émission, si vous le voulez bien, avant de découvrir, après la seconde partie, une autre idée du monde de Bernard-Henri Lévy, film que vous découvrirez ce soir en exclusivité mondiale sur Canal+. Bernard-Henri Lévy est notre invité ce soir puisque vous découvrirez son film Une autre idée du monde dans une vingtaine de minutes, dès 21h, très exactement. Ce soir sur Canal+. Alors, entre autres choses, je voudrais revenir sur comment qualifier la situation, sur un petit bijou. Le président ukrainien vous parle de Vladimir Poutine et vous tient ce propos extraordinaire. Il vous dit « c'est un homme qui n'a pas de regard ». Expliquez-nous ce qu'il voulait vous dire. Moi, je l'ai compris en le voyant, je l'ai perçu, je l'ai ressenti physiquement. Mais je crois que c'est bien qu'on vous entende là-dessus, parce que ça nous dit quelque chose. Oui. Moi, je lui demandais, puisque le président ukrainien, comme vous savez, est un ancien acteur comique. Oui. Je lui ai demandé s'il se sentirait capable de le faire rire à Poutine. Poutine, oui. Oui. Il me dit, écoutez, je ne crois pas. Et il me dit, cet homme-là, il a cette particularité, c'est le seul humain que je connaisse dans le regard de qui vous ne lisez rien. Ni des sentiments, ni une intelligence particulière des choses,
ni de l'émotion. Une sorte de robot. Alors c'est peut-être lié à son passé d'ancien agent du KGB, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a paru, moi aussi, en effet, tellement juste. Mais en fait, il dit une vérité première que personne n'avait réalisée, peut-être seul un comédien pouvait ressentir, en fait. Voilà, seul un comédien ou seul quelqu'un qui a réfléchi à ce que veut dire un visage, oui. Vous n'allez jamais vous arrêter, vous allez repartir comme ça tout le temps. Enfin, de temps en temps, on se dit, là, il peut peut-être se reposer un petit peu. Moi, je connais une charmante comédienne française qui, à mon avis, serait très contente que vous soyez un peu plus souvent à la maison. Non, mais voilà, Écoutez, tant que j'aurai le sentiment que ce type de reportage peut être utile. Voilà. L'Ukraine, là on voit ces images d'Ukraine. Là le défi était très simple. Il y a eu beaucoup de reportages en Ukraine, dans le Donbass, c'est-à-dire dans cette zone où les Ukrainiens résistent à l'offensive des hommes de Poutine, séparatistes pro-russes. Moi je voulais, encore une fois, parce que j'ai le temps, parce que voilà, c'est comme ça, mais je voulais parcourir la totalité de cette ligne de front. C'est 460 km. Depuis Marioupol jusqu'à Louhansk et Donetsk, je l'ai parcouru. Je voulais voir qu'est-ce que c'était que ce Verdun gelé aux portes de l'Europe, qu'est-ce que c'était que ces femmes et ces hommes enterrés face à la mort depuis des années, qui essuient des tirs de mortier, qui sont les cibles des snipers, et tout ça pourquoi ? Parce qu'ils défendent une idée, l'Europe. Je voulais voir ça, et je voulais montrer ça, et je suis fier que ce film montre cela, que cette Europe vis-à-vis de laquelle on est parfois, nous, tellement ingrats, on la tient pour quelque chose d'acquis. Pour ces femmes et ces hommes, c'est leur âme, c'est leur esprit, c'est leur horizon. Alors je vais vous le dire autrement, c'est leur espoir, vous avez tout à fait raison, et en même temps, nous, quelque part, on le sait, elle nous a déçus, peut-être parce qu'on en attendait plus. On a l'impression que c'est quelque chose de figé. Je suis toujours frappé de voir que les grands défenseurs de l'Europe, comme Michel Rocard, vous disait, vous comprenez, il n'y a plus de guerre sur ce continent depuis 70 ans. Ça ne suffit pas pour les plus jeunes. Les guerres sur ce continent, il y en a eu. Cette guerre-là, bien sûr, elle est sur le continent européen. La guerre de Bosnie-Herzégovine, que j'ai vécue aussi, à laquelle j'ai consacré un film, dont il y a des images dans ce nouveau film-ci, elle était bien aussi sur le continent européen. Donc, pour moi, les grands Européens, comme vous dites, ce sont eux. Ce sont ces civils, ces soldats citoyens, ces patriotes en armes qui défendent l'Europe au péril de leur vie. Bon, ils ont en face d'eux un ex-empire, l'Empire russe. La Turquie fut un empire ottoman. Nos amis britanniques dont nous sommes aujourd'hui séparés ont connu un empire, nous aussi. Est-ce que d'une certaine façon, il ne faut pas parler aux empires sur un autre ton et comprendre que oui, ils ont quelques spécificités dues à leur histoire qui font que voilà, ils ne seront pas traités comme tout le monde. Vous comprenez ma question ? Mais c'est l'une des intentions de ce film. C'est que je crois qu'on est beaucoup trop doux vis-à-vis de ces empires en voie de résurrection. En effet, Erdogan, c'est pas juste le président turc, c'est le nostalgique de l'Empire ottoman. Poutine, c'est pas juste le dirigeant souverain de la Russie, c'est quelqu'un qui pense que la mort de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Eh bien, à ces hommes-là et à leurs ambitions impériales, je crois qu'il faut parler sur un autre ton. Mais ils ont une grandeur passée qu'ils font partager à une bonne partie de leur population. C'est le cas pour Vladimir Poutine, qui reste finalement, même encore aujourd'hui, populaire dans son pays, vous le savez très bien. Quelles que soient les manipulations X ou Y, notamment lors des conditions de vote. Les manipulations. 2, la manière de traiter les opposants. Vous savez, on disait aussi du temps de l'Union soviétique que Brejnev, à l'époque, était globalement accepté par sa population. Un jour, on s'est rendu compte que c'était une statue de sable. On verra. Je ne suis pas si sûr que vous qu'il soit le héros du peuple russe. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que le peuple russe mérite mieux que ça. Mérite mieux que Poutine et mérite mieux que cet aventurisme impérial
absurde et qui fait injure à la vraie grandeur russe. Bernard-Henri Lévy, dans un reportage de guerre, le portrait d'une victime vaut souvent toutes les scènes de fusillade sur la ligne de front. C'est le cas de cette jeune Nigériane, mutilée à coups de machette par les djihadistes de Boko Haram et qui a échappé à la mort provisoirement. Quittant la cérémonie, Joumaï Victor, seul rescapé d'un précédent massacre. Comme elle était enceinte et que l'émir ne voulait pas voir l'éventrement, on lui a juste débité le bras à la machette, comme à la boucherie. Ils ont commencé par les doigts, puis la main, puis l'avant-bras, puis le reste du bras, quand le dernier du groupe s'est plaint qu'il n'avait pas eu sa part. Elle vient se recueillir ici, sur la tombe de son mari, tué avec 4 de ses enfants sous ses yeux. Nous apprendrons pendant le tournage de ce film qu'elle a fini machetée à son tour par le rejoindre dans la tombe. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Qu'il y en a d'autres comme elle, au Nigeria, beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et quel est notre rôle Eh bien déjà le savoir, aller le voir et le dire. Je suis très surpris que les défenseurs des chrétiens d'Orient, par exemple, ne soient pas plus mobilisés sur ce calvaire des chrétiens du Nigeria. Donc j'aimerais que ce film, là encore, j'aimerais qu'il serve à ça. J'ai fait ce film pour elle. On peut s'arrêter sur ce que vous venez de me dire. Pardon ? Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce que vous venez de... Je crois que vous avez raison et je ne m'étais jamais fait moi-même la remarque. Est-ce que vous pensez, je vais directement vers mon arrière-pensée, si je puis dire, est-ce que vous pensez que parce qu'ils sont noirs, on ne se préoccupe pas d'eux ? Non. Juste être sûr qu'il n'y a pas de... Non, je ne pense pas que ce soit pour ça. Je pense que c'est... vous savez, on ne se préoccupait pas non plus des massacres au Rwanda jusqu'au jour où on s'est aperçu que c'était un génocide. Oui. Et puis on s'est réveillé trop tard. Je me rappelle quand j'étais allé pour le journal Le Monde faire des reportages au Burundi, au Sud-Soudan, dans les monts Nuba, en Angola. Tout ça est un peu dans ce film-là. Pareil, on ne s'en souciait pas. Donc il faut des lanceurs d'alerte. Et ce film, il a des défauts peut-être, il a des limites, les limites de ma subjectivité, de mes préjugés, de mon regard. Mais enfin, il a le mérite, en tout cas, de mettre un peu de lumière, j'espère, sur Joumaï Victor, sur cette femme amputée, martyrisée, et qui a vu ce qui lui restait, sa petite vie, finir en effet dans un massacre suivant. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'histoire et de la vie de cette femme qui est déjà tellement émouvante quand on la voit dans votre documentaire et dont vous avez appris par la suite qu'elle avait finalement été une nouvelle fois tuée et à la machette. Écoutez, c'est une pauvre vie et c'est une vie en même temps, c'est une vie de martyr. J'ai un long entretien avec elle, qui n'est pas dans le film parce que c'était beaucoup trop long. Et c'est terrible, c'est une vie de misère, une vie de malheur. Et, il faut imaginer ce qui s'est passé dans la tête de cette femme quand elle a entendu l'émir de Boko Haram dire qu'il ne voulait pas, qu'il était impie de voir son éventrement. Et quand il a donné ordre à ses hommes de la couper en morceaux, il faut imaginer ce qui s'est passé dans sa tête. C'est ce que j'essaie de faire dans le film. Est-ce que l'élimination du leader historique du groupe Boko Haram va changer la situation pour les populations nigérianes ? Non, parce que ce que nous montrons avec Marc Roussel, Gilles Herzog dans ce film, ce que nous montrons, c'est quelque chose de bien plus diffus que Boko Haram. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire un Boko Haram dispersé dans des zones bien plus larges que l'État du Borno, au nord du Nigeria. Donc c'est le mouvement des Fulani, les Fulani qui sont des bergers peuls islamistes radicalisés, est bien plus important que Boko Haram. Boko Haram, c'est la pointe de l'iceberg. Vous nous dites que la situation est encore pire, c'est-à-dire qu'il y a ce que nous appelons, nous, les terroristes, et en plus, il y a un climat diffus d'autoritarisme, d'imposition par la violence. Il y a tous les jours. Vous savez, moi, après un reportage comme celui-là, après un film comme celui-là, évidemment, je garde des liens avec ceux qui m'ont ouvert leur maison et ceux qui m'ont ouvert leur cœur. Et je continue de correspondre, de communiquer tous les jours dans cette ceinture centrale du Nigeria dont je donne les images. Tous les jours, il y a des villages attaqués. Tous les jours, il y a des Joumaï Victor qui sont découpés à la machette. Tous les jours, il y a des prêtres martyrisés. Tous les jours. Je reçois une alerte quotidienne d'un lanceur d'alerte de la région de Jos qui m'envoie ces nouvelles. Ce que je montre là dans le film, le destin de Joumaï Victor, c'est quelque chose qui est récurrent. Le président Macron a tort d'interrompre l'opération Barkhane. Il est normal qu'on fasse le lien. Il a interrompu l'opération Barkhane, mais il a maintenu l'opération des sabres, je crois, c'est-à-dire l'opération des services secrets qui sont en opération en ce moment même contre Al-Qaïda et les autres. Voilà, donc c'était pour... Je ne crois pas. Il n'y a pas de renoncement, selon vous, et d'une certaine façon, une forme de défaite de la France dans cette région? Je ne crois pas que ce soit un renoncement, je ne crois pas que ce soit une défaite. Et je crois qu'au contraire, la France fait encore partie des pays européens et des pays occidentaux qui remplissent leurs devoirs. Alors, parmi les combattants les plus courageux que vous avez rencontrés, il y a ces jeunes femmes kurdes abandonnées par la coalition internationale face à Daesh et Erdogan. Mais je veux surtout passer du temps avec ces jeunes filles qui sont en première ligne de la guerre. Je veux saluer ces femmes pour qui l'égalité avec les hommes, le féminisme, se vivent les armes à la main. Est-ce que vous savez ce qu'elles sont devenues? Oui, pour certaines, oui. Là encore, je reste en contact avec certaines d'entre elles. Elles sont toujours là. Amazone et Antigone. Amazone, parce qu'elles sont les défenseuses de leur pays et de leur ville, et Antigone, parce qu'elles veillent sur les 10 ou 11 ou 12 000 morts du Kurdistan syrien. Parmi les peuples à soutenir, les Kurdes ont sûrement une place particulière dans votre cœur, je n'ai pas de doute là-dessus. Ils sont apatrides, ce sont les damnés de la terre. Et je n'ai jamais, dans ma vie de journaliste, perçu à un seul moment qu'il puisse y avoir une véritable entité kurde qui puisse naître et vivre harmonieusement. Alors qu'ils sont des compagnons de route et même des compagnons de démocratie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, là aussi, en dehors du témoignage? D'abord, ce sont nos alliés. Ensuite, les Kurdes de Syrie et les Kurdes d'Irak, ils ont un embryon d'État bien plus solide que bien des États officiels. Et
Et ils méritent cette indépendance. Et lorsqu'ils l'auront, une des choses qui me rend fou, oui. et dont j'essaie de faire justice dans ce film, c'est quand on dit s'il y a un Kurdistan, ça va déstabiliser la région. Oui, absolument. Oui, je crois l'inverse. Je crois que ça stabilisera la région. Parce que rien n'est plus stabilisateur pour une religion, pour une région, oui. que la démocratie. Que vous inspirent ces femmes et quel message ont-elles à nous transmettre à l'ère de ce qu'on appelle le post-féminisme dans nos régions très protégées? Ce sont des féministes exemplaires. Et ce sont des féministes qui mènent la bataille du féminisme avec les armes à la main, avec vaillance et à égalité absolue avec les hommes. Voilà. Et là encore, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Quand je pense à elles et quand je les vois là, elles sont comme toutes les femmes du monde. Oui. Elles rêvent, pour certaines, d'avoir une maison, pour certaines, d'avoir des enfants, une famille. pour d'autres, d'avoir une famille, pour d'autres, d'avoir un métier. Certaines sont très brillantes. Ben voilà, depuis que les escadrons de la mort d'Erdogan ont envahi leur pays, et avant Erdogan, Daesh, elles sont là en première ligne à se battre. Il y a un autre passage très perturbant dans votre film, dont on ne verra pas un extrait dans ceux que nous avons sélectionnés avec vous. La Somalie, dont vous nous dites qu'elle existe encore. On y découvre un groupe de mercenaires. En fait, ce sont eux qui font tenir Mogadiscio? Oui. Mercenaires privés. Mogadiscio, oui, c'est une ONG qui travaille probablement, je crois, pour le département d'État américain. Très probablement, oui. Oui, et qui, en effet, tient ce pays hors la loi. La Somalie, c'est un cas extrême, c'est un cas d'école, je suppose. D'ailleurs, en géopolitique, je ne suis pas géopoliticien, mais c'est un pays sans loi, c'est un pays sans police, c'est un pays à peu près sans armée. Il y a une vague, un embryon d'armée somalienne. C'est un pays livré aux clans, aux milices et à Al-Qaïda. Et en effet, il y a cette centaine d'hommes, dont certains sont des Français d'ailleurs, on voit là un. Là, ils sont incroyables, oui. Oui, Richard Rouget, ils tiennent le pays, ils tiennent la ville, je ne sais pas comment, par une espèce de miracle titanesque, ils arrivent à maintenir quelque chose. En tout cas, pour un journaliste comme nous l'étions, ma petite équipe et moi-même, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'endroit où dormir. La seule solution, c'est eux. Alors, toutes ces guerres dont vous témoignez jettent des centaines de milliers de réfugiés sur les routes de l'Exode. Ils sont nombreux à frapper aux portes de l'Europe, comme sur l'île de Lesbos, où ils sont parqués dans des camps de migrants surpeuplés. Ici aussi, nous sommes seuls. Une poignée d'humanitaires magnifique pour ce camp immense perdu dans les collines. Peu de médias et des barrages de nervis qui souvent jettent les caméras à la mer. Pas de voirie pour s'inquiéter des eaux usées. Des latrines neuves mais déjà bouchées. Et puis, l'innocence des enfants qui ne savent pas encore qu'ils sont, aux yeux du monde, en trop sur cette terre. Ce petit garçon est derrière un grillage. Et c'est un des moments de votre film où vous semblez le plus révolté. Oui, pourquoi? Et c'est un des moments de cette aventure, de cette longue aventure qu'est le film, qui me hante encore. Le thank you de ce petit garçon, dont je sais, moi, qu'au train où vont les choses, il est aux portes d'un continent qui a décidé de ne pas lui donner sa place, c'est quelque chose de terrible. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais la phrase que vous dites et que vous avez écrite, ils sont en trop sur cette terre, oui. Elle est effroyable. Ils sont, aux yeux de l'essentiel de l'Europe, en trop sur cette terre, oui, bien sûr.
je pense que cette Europe qui est en principe et originairement une terre d'hospitalité, cette Europe qui porte le nom d'une petite princesse dans la mythologie grecque qui est venue d'Orient, eh bien cette Europe, elle est devenue une espèce de forteresse assiégée qui dit à ce petit garçon qu'il n'a pas sa place parmi nous, par principe. On peut tous les accueillir, Bernard-Henri Lévy? Non, vous savez que non. Bien sûr qu'on ne peut pas tous les accueillir. Vous savez, le principe de l'hospitalité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une maison, elle n'est pas, ses dimensions ne sont pas infinies, mais enfin, elle peut et elle doit être accueillante. Vous qui avez un regard sur le monde et les hommes qui l'habitent, a-t-on des raisons d'espérer, et si oui, lesquelles? Je me suis posé la question en regardant ce film, je vous suis de longue date, je vous ai lu, je connais votre travail, et je me suis dit en même temps, mais où trouve-t-il l'énergie de continuer à y aller, de prendre pas mal de coups, puisque vous êtes aussi extrêmement critiqué, et ça nous ramène voilà, à ce monde. A-t-on des raisons d'espérer, et si oui, lesquelles, Bernard-Henri Lévy? Les coups que je prends, ils sont bien moins violents, enfin ils n'ont rien à voir avec ceux que nous prennent sommes tout à fait d'accord. Les gens dont je parle. Et moi, ce qui me donne des raisons d'espérer, ce sont ces visages, certains des visages que j'ai filmés. C'est les commandants, c'est les soldats Peshmerga, les soldats kurdes de la fin du film, que j'accompagne dans une opération, dans une opération de reprise d'une grotte de Daesh. Leur vaillance, leur sens de l'honneur, leur goût de la liberté chevillé au corps, ça me donne des raisons d'espérer. Ces Bangladeshis qui nagent dans un océan d'immondices et qui continuent de préserver en eux cette flamme de la dignité humaine, qu'on arrive à rester un humain fier d'être un humain dans certaines de ces conditions-là, ça me donne des raisons d'espérer. Ce sera ma dernière question avant qu'on découvre enfin votre film. Avez-vous été fidèle au jeune homme que vous avez été? Écoutez, oui, je crois, et cette image-là... Qu'on voit dans le film. Oui, voilà, cette image-là de Bangladesh, ma vie d'intellectuel engagé a commencé au Bangladesh, il y a 50 ans. Et après un appel d'André Malraux à créer une brigade internationale pour aider ce peuple martyr. Et le moment du film... On n'était pas très nombreux à y aller, je le précise. On n'était pas très nombreux. Voilà. Et je reviens pour ce film exactement 50 ans après. Et la façon dont j'ai été accueilli par les Bangladeshis, ce moment dans une ville qui s'appelle Jessore, où je descends de l'avion, et vous allez voir ça dans le film, et où je suis accueilli par des banderoles qui me souhaitent bon retour, welcome back. L'idée, la question, je me suis en effet posé la question et la réponse s'est imposée à moi. J'ai été un peu fidèle, assez fidèle, pas trop infidèle à mes rêves de jeunesse, oui. Bernard-Henri Lévy, cette fois nous y sommes. Nous allons découvrir une autre idée du monde. Votre film, c'est une diffusion en première exclusivité sur Canal+, et c'est aussi finalement l'histoire de votre vie. Absolument, c'est un peu ça.